Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir. J'en profite pour remercier l'ICES, notamment son administration, Madame Nassivet et Monsieur Forger, nous avoir permis d'organiser cette conférence du BDE, qui a été rendue possible par le travail du pôle conférence. J'en profite aussi pour remercier Monsieur le Grand Gaulois, Timothée Martin, d'avoir accepté de faire le déplacement pour nous partager sa passion, son travail. La conférence s'organisera très simplement par un propos introductif, ensuite par Timothée Martin qui nous partagera sa science, enfin un temps de questions qui vous sera donné, et j'aurai des camarades dans les deux allées pour vous donner des micros. N'hésitez pas, Monsieur le Grand Gaulois est aussi là pour vous rencontrer et répondre à vos questions. Donc voilà, pour commencer, pour introduire Monsieur Timothée Martin, une courte biographie s'impose. Timothée se passionne dès son plus jeune âge pour la nature, ses territoires, ses terroirs. Il rejoint la grande famille de Gueuleton en 2018, où il monte son entreprise de traiteur-rôtisseur. Gueuleton, c'est une communauté de passionnés qui s'est donné pour mission de faire rayonner, faire partager la gastronomie dite terroir dans toute la France à travers une série de restaurants, mais aussi donc une chaîne de traiteurs que M. Martin a lancée. La chaîne s'appuie aussi sur une présence importante sur les réseaux sociaux depuis leur tout début, et cette stratégie les érige à une position de leader dans ces questions de terroir et de savoir-faire traditionnel français. Mais après 5 années passées à Gueuleton, M. Martin quitte l'aventure pour en commencer une nouvelle, puisqu'il part concrètement à la découverte des terroirs, de leur savoir-faire, de ces traditions françaises qui ont façonné l'image française au niveau international, qui a pu sauvegarder ses spécialités locales et ses savoir-faire locaux. C'est toujours dans une dynamique de partage que le Grand Gaulois s'inscrit sur les réseaux, notamment TikTok, Instagram, YouTube et encore Facebook. Vous avez dû le connaître, puisqu'aujourd'hui, le Grand Gaulois, c'est 1 million de followers sur tous les réseaux confondus. Et c'est des vidéos vues plusieurs millions de fois sur chaque mois. Le Grand Gaulois se place comme un pédagogue qui vulgarise, qui rend accessible ces sujets qui peuvent parfois paraître poussiéreux, parfois paraître inaccessibles. Il s'appuie sur une formation de réalisateurs de documentaires pour parcourir la France, afin d'aller au cœur de ces territoires ruraux pour les protéger, les mettre en valeur, ou même parfois les revitaliser. Ce soir, le Grand Gaulois a accepté de venir nous rencontrer pour nous expliquer, nous faire comprendre les enjeux qui gravitent autour de ces questions. Même si ce sujet pourrait paraître secondaire, en réalité c'est un profond révélateur du système économique français, son système social et aussi son système écologique. En effet, c'est une thématique qui touche énormément de monde, tant les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs, mais aussi, et bien évidemment, nous, en tant que consommateurs et aussi en tant qu'étudiants, qui parfois avons des budgets restreints, je le sais. Ensuite, cette question ouvre aussi sur la manière dont la France interagit avec ses voisins. Dans l'actualité, vous n'avez sans doute pas loupé l'ouverture des marchés par le Mercosur et la colère des agriculteurs qui sont dans les rues. Ce sujet est donc on ne peut plus d'actualité. Timothée a pu expérimenter ces défis avec une partie de sa famille qui travaille dans l'agroalimentaire, mais aussi avec ses expériences en tant que traiteur-rôtisseur et même en tant qu'éleveur. C'est ainsi qu'il va ce soir nous présenter le bouleversement que la France vit depuis ces 80 dernières années. Et il va aussi nous apporter des solutions, sa vision sur la consommation alimentaire, comment mettre en place des tâches quotidiennes pour s'en sortir. Donc voilà, je vous propose d'accueillir chaleureusement Monsieur Grand Gaulois. Bonsoir à tous. Bon, c'est très impressionnant d'être présenté comme ça parce que moi, en fait, je fais mes vidéos de mon côté, je fais mon montage à la maison et là, je suis un peu propulsé sous les projecteurs.
Surtout, c'est la première fois que j'entends une présentation de moi, alors je trouve ça aussi un peu particulier. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Le sujet, en fait, avec Étienne, on travaillait un peu le sujet, à savoir ce que j'allais dire. Alors, il y a une phrase, j'avais même pas vu, l'assiette du consommateur, un défi contemporain. Je pense que le sujet ce soir, ça va être le terroir, parce que c'est la seule chose que je connais et que je sais un petit peu parler. J'ai pas trop préparé mon propos, mais vu que je dis toujours la même chose, je pense que j'ai juste à redire ce que je dis à chaque fois. J'espère que je vous fais pas trop peur parce que vous êtes tous au fond comme au ciné. Mais ça va, normalement je suis assez grand pour que vous me voyez. Donc, avant de vous présenter le propos, je vais vous présenter qui va vous faire ce propos, parce que aujourd'hui, c'est important de comprendre qui nous parle. Alors, j'ai pas les sources, parce que je suis pas très scolaire, mais je me souviens qu'il y avait un philosophe qui disait: le jour où le papier ne coûtera plus d'argent, l'information sera vaine. Bon, avec d'autres mots. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, surtout au temps des réseaux sociaux, mais depuis le début d'Internet, c'est un petit peu vrai, le papier ne coûte plus d'argent et on entend toutes sortes d'informations partout, adressées à tous et communiquées par tous. Et donc, c'est important de savoir qui vous donne cette information. Je n'ai pas une extrême légitimité à vous parler de tous ces sujets. Il y en a d'autres qui seront bien meilleurs que moi, mais je vais juste vous transmettre par passion, en tout cas ma passion. Et aujourd'hui, j'en ai fait ma vie, donc c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est pourquoi est-ce que j'ai tout lâché, entre guillemets, pour en faire ma vie, la promotion de ces terroirs et de nos savoir-faire français. Alors, il y a une petite introduction là sur qui je suis. Moi, je suis né pas très loin d'ici, à côté de Clisson, et mon père est médecin de campagne. Médecin de campagne, c'est vraiment un métier qui m'a beaucoup inspiré, parce que c'est vraiment des personnes qui sont en première ligne dans nos campagnes. Et j'ai des amis qui ont fait médecine qui me disaient, on les appelle les dinosaures. Il n'y en a plus beaucoup. Mon père me racontait qu'il allait recoudre des petits pères dans leur sous-sol en terre battue et tout. Ça, je me suis dit, ça c'est terroir ça. Et c'était ma première initiation au terroir. Deuxième initiation, j'ai grandi vraiment dans le vignoble nantais. Et même si c'est pas le vignoble le plus réputé, pour moi c'est le plus beau vignoble du monde. Et du coup, à courir dans ces vignes, dans ces bois, à travers un peu de scoutisme aussi, et donc découvrir les week-ends, eh bien, cette connexion avec la nature. J'ai rencontré des gens, après le lycée, j'ai rencontré des gens qui ont fait de cette nature leur vie, donc des agriculteurs, des éleveurs, cultivateurs, etc. Et je me suis dit, et parfois il y a des gens, mais c'est assez fou, il y a des gens qui font de leur vie la culture, je sais pas, du piment d'Espelette, ou de l'escargot, ou d'autres productions comme ça un petit peu improbables. Et je me dis, mais ces gens-là, toute leur vie, c'est le piment d'Espelette. Leur mère et leur père aussi avant, leurs grands-parents avant. Et je me dis, moi je suis là dans ma nouvelle génération, pas trop savoir quoi faire de ma vie, je fais des études un petit peu comme ça. J'ai senti chez ces gens-là une accroche dans la terre qui était extrêmement touchante. Et je me suis dit, je veux trouver le sens de ma vie. C'est quand même une des grandes questions qu'on a tous. Je veux trouver le sens de ma vie concrètement en m'enracinant dans ma terre. Et la Loire-Atlantique est un département un petit peu bâtard, puisqu'on est entre la Bretagne, qui a une grande histoire, la Vendée et le Poitou, qui a une grande histoire. Et après, on est à l'entrée aussi de la vallée de la Loire. En fait, la Loire-Atlantique est un petit peu un orphelin. Et donc, je me suis dit, mon attache, ça va vraiment être tout notre terroir de France. Donc, j'ai travaillé dans la BTS viticulture œnologie que je n'ai pas fini. J'ai fait une formation à la Chambre d'agriculture pour devenir éleveur. Et après, j'ai rencontré Arthur et Vincent, les fondateurs de Gueuleton. Il y en a qui connaissent Gueuleton un petit peu, non? Ok, bon, c'est bien. C'est une communauté de bons vivants qui ont lancé ça fait 5 ans que je dis il y a 10 ans, donc il y a 15 ans, sur les réseaux sociaux, la promotion de la bonne bouffe à la française, de la convivialité, ce qui répondait en fait pas mal à une montée en puissance d'un extrême qui pouvait être
des enjeux environnementaux qui faisaient peur, beaucoup de personnes qui faisaient la promotion du véganisme, etc. Et on va revenir dessus pendant le petit topo. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues à travers Gueuleton, qui étaient un peu les premiers à parler de ça sur les réseaux sociaux. Côté convivial, rural, spécialité du terroir, savoir-faire français. Et donc, ça a tout de suite explosé. Et grâce à ça, eh bien, ils ont monté des restaurants, puis des équipes de traiteurs pour les mariages. Moi, je les ai rencontrés à ce moment-là. Ils m'ont dit, tiens, tu veux pas monter une équipe de traiteurs? Donc, j'ai monté une équipe de traiteurs rôtisseurs basée à Nantes, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Donc, on couvrait la moitié de la France, de la pointe de la Bretagne jusqu'à la Bourgogne. Et donc, pendant 5 ans, j'ai monté cette entreprise du coup quand j'avais 24 ans. C'était une bonne revanche sur la vie, parce que j'ai redoublé 2 fois mon lycée. J'ai galéré après pour les études. Et donc une bonne revanche de monter cette entreprise à 24 ans. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, pendant les confinements. Alors, on pensait qu'on allait vraiment galérer avec le confinement. Au final, j'ai doublé mon chiffre d'affaires prévisionnel pendant le confinement. On a fait un mariage à 600 personnes pendant le confinement. Enfin, entre les confinements. Parce que quand tu lis entre les lignes, en fait, dans les lieux privés, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas d'interdiction. Donc, les gens se sont lâchés. Et c'était génial. C'était une super expérience. Et puis après, bon, pour des raisons perso, je me suis marié, on a déménagé. C'est au tour de ma femme de s'éclater dans son taf. Donc on est allé dans le nord de la Bretagne. J'ai fermé cette entreprise. Et alors en fait, pourquoi Gueuleton c'est intéressant? Parce qu'avec ce petit passage dans le monde de l'élevage, de la viticulture, eh bien, en montant Gueuleton, en montant une entreprise de traiteur, je me suis dit, tiens, je vais me fournir directement en local pour mes mariages. Sauf que bosser directement avec des éleveurs. Si vous allez voir un éleveur, vous lui dites ce week-end il me faut 40 kg de côte de bœuf, ben, il va me dire ok, qu'est-ce que je fais des 95% autres pourcents de la bête des bêtes qui sont abattues pour lesquelles il y a, parce que toi tu prends les côtes de bœuf et le reste j'en fais quoi? C'est compliqué de travailler avec un éleveur en direct. C'est beaucoup plus simple de travailler avec des grossistes. Et donc on a quand même réussi à monter des filières avec des éleveurs pour avoir ces viandes-là. Avec des éleveurs de bovins, avec des éleveurs de volailles aussi, de cochons. J'allais chercher en camion ma bête toutes les semaines. Et c'est vraiment hyper astreignant d'avoir 14 fournisseurs ou 15 ou 20 fournisseurs pour le week-end pour aller à ton mariage, à ta prestation. Parce que tu peux passer par 1 ou 2 grossistes qui te fournissent, en plus ils te l'envoient, tu la reçois, tu commandes le jeudi, tu reçois le vendredi ta viande. C'est beaucoup plus simple. Mais j'ai fait ce pari de me fournir directement en direct et d'aller chercher ma viande. Je me suis dit, c'est quel dommage que ces viandes, après tant d'amour de la part des éleveurs que moi je voyais sur le terrain, et après tant d'énergie dépensée à l'amener pour qu'elle finisse dans le ventre, dommage qu'elle vienne mourir dans le ventre de mes convives, enfin des convives des mariages, des prestations qu'on faisait, sans qu'ils aient eu d'histoire. Donc j'ai commencé à raconter un peu l'histoire de ces éleveurs qui ont tous une histoire personnelle qui sont parfois passionnantes. Et vu que je les voyais régulièrement, eh bien c'était assez, c'était toujours d'actualité quoi, de les rencontrer régulièrement. Et j'ai commencé pendant les dégustations des mariés, quand ils venaient déguster ce qu'on allait leur faire manger, à leur raconter ça. Et à leur raconter l'histoire du produit, etc. Et puis là, ils m'ont demandé petit à petit de prendre les micros pendant leur mariage pour raconter l'histoire du produit. Alors, au début, je trouvais ça un peu bizarre parce que c'est leur jour à eux, quoi. Je ne vais pas commencer à te raconter l'histoire du reblochon, tu vois. Et alors, je me suis prêté à l'exercice quand même. J'ai pris les micros pendant les mariages et j'étais là, oui, donc le fromage valençais, il est fait, c'est Talleyrand qui l'a mis en place, etc. Et en fait, les gens à la fin, ils se levaient, ils applaudissaient et tout. Et j'étais là, quoi? C'est quand même marrant qu'il y ait cet attrait pour les produits du terroir. Ça touche. Et j'ai réalisé une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup clivé au niveau politique, éthique, social, sociétal, etc. Et on rencontre, il suffit d'allumer la télé pour voir tous les clivages. Et je me suis dit, je ne m'en rendais pas trop compte, mais il y a une chose qui nous unit vraiment, et c'est apparu vraiment comme une évidence. Je me suis dit, il y a une chose qui nous unit vraiment, c'est notre fierté autour de notre terroir en France. Et c'est un peu une spécialité unique au monde, parce que les terroirs, ce n'est pas la France qui les a inventés, même si on a une grande diversité géologique et géographique, on en reparlera après.
qui nous a permis d'avoir une multitude de spécialités. Mais par contre, on a su les préserver. Là où beaucoup de pays se sont mondialisés, si vous allez, je ne sais pas moi, en Serbie, sauf d'aller au fin fond de la Serbie, mais si vous allez en Serbie, en fait, je prends la Serbie, j'espère qu'il n'y a pas de Serbes parmi nous, mais en fait, on a l'impression de manger américain, quoi. On mange, c'est des fast-food, c'est de la nourriture contemporaine. Il y a plus, ça transpire pas la spécialité du terroir. Alors vous me direz, c'est parce que tu es allé en ville, et si on va à Paris, c'est pareil. Oui, mais à Paris, même à Paris, tu ouvres n'importe quelle carte de restaurant parisien, en fait, il y a quand même plein de spécialités françaises, on s'en rend même plus compte, je pense. Donc ça, c'était intéressant. Et après, je me suis dit, il faudrait en fait faire des vidéos pour expliquer l'origine des produits terroirs, ce que le Gueuleton ne faisait pas. Ils faisaient des vidéos avec des grands banquets, tu vas avoir des éleveurs, des producteurs, tu te fais une bonne bouffe et tout. Et là, je me suis dit, je ne vais pas leur faire un bébé dans le dos, vu qu'ils sont déjà très présents sur les réseaux. Et en quittant Gueuleton, eh bien, je me suis dit, je vais faire une première vidéo. Et alors, moi, je m'étais inscrit sur Instagram juste pour voir ce que c'était. Et j'avais mis Team le Paysan. Je vais dessus, j'ai rien compris, j'y suis jamais retourné. Et là, je me dis, je vais aller sur Instagram, faire un compte. Je retourne sur mon ancien compte qui avait, je sais pas, 100 abonnés. Je sais pas pourquoi il y a 100 personnes qui sont abonnées à un compte inactif, mais qui avait 100 abonnés. Je change le nom. Et là, je demande à mes anciens serveurs, parce qu'on avait toute une petite équipe de serveurs là d'une vingtaine de petits jeunes, de 17, 21 ans. Et je leur dis, vous voulez quoi comme nom et tout. Et c'est eux qui ont choisi le Grand Gaulois. Moi, je voulais que ça s'appelle, je sais pas, Grand Terroir ou autre chose. Et eux, ils choisissent ça. Alors, je change mon nom Team le Paysan en Grand Gaulois. Et là, on fait une première vidéo avec un de mes anciens serveurs qui maniait un petit peu la caméra, là, mon portable. Hein. Et on va aux champignons, quoi. Donc, on va filer les champignons. Je la poste sur les réseaux sociaux. 400 000 vues. Paf, je passe à 6 000 abonnés. Je me dis, bon, ok. Et en fait, moi, dans mon cœur, j'ai le projet d'ouvrir un festival et je m'étais dit, les vidéos, ça fait 3 000 abonnés, je choisirais dedans quelques passionnés pour m'aider à monter ce festival, quoi. Pour première vidéo, j'arrive quasiment à 10 000 abonnés. Deuxième vidéo, je fais du pain dans un four à pain. La vidéo, une fois montée, elle fait 8 minutes. Je me dis sur les réseaux, c'est 1 à 3 minutes. Donc je découpe en 3 la vidéo. Je la mets en 3 parties. Première partie, 1 million de vues. Deuxième partie, 1,5 million de vues. Troisième partie, 2 millions de vues. Là, je passe à 40 000 abonnés. Et en fait, au bout de 3 semaines, j'avais 100 000 abonnés. Et je me suis dit, c'est quand même révélateur, et ça vient confirmer ce que j'avais découvert pendant les prestations de mariage, c'est qu'il y a un besoin d'enracinement que je comprendrai après, dont je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris, un besoin d'enracinement et en même temps de fierté de ces spécialités-là, qui est quand même très présent dans le cœur des Français. Donc voilà un peu où on en est. Moi, ça fait un peu plus d'1 an, du coup, que j'ai fait ça. Et là, il y a 6 mois, je me suis dit, bon, c'est marrant de faire ça, il faudrait quand même gagner sa vie. Enfin, c'est pas moi qui me disais ça, c'est ma femme. Et donc, je réfléchis un petit peu à comment faire. Et là, on a eu des idées de documentaires. J'ai des chaînes qui sont venues me voir pour me demander d'animer des documentaires sur ce thème-là. Et là, il y a le premier documentaire C8 qui est sorti avant-hier. Donc, on fait ces documentaires-là. En parallèle, j'ai d'autres projets. On va monter un jeu de société du terroir. On va monter tout un site avec plein de choses que vous pourrez acheter, des barattes pour faire votre beurre, des fontaines à absinthe, etc. Plein de jolies choses, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé d'en faire ma vie. Et j'aimerais bien, à travers ce choix-là, que ça marche vraiment, non pas pour bien gagner ma vie, avoir une notoriété, tout ça. En fait, très honnêtement, je pense que même si tout le monde est content de bien gagner sa vie, c'est pas du tout mon objectif primaire ni secondaire. J'ai vraiment envie que ça marche parce qu'aujourd'hui, on vit des changements, des bouleversements sociétaux assez importants. Et en filigrane de ces vidéos et de ces interventions que je fais, il y a un vrai message à faire passer. Message que je vais essayer de vous transmettre ce soir. Alors, on va parler terroir. Terroir, c'est un mot un petit peu fourre-tout qui marche très bien. Moi, dans mes vidéos, quand je fais regardez, on va faire le pain le plus terroir d'Internet,
le pain le plus terroir d'Internet, ça ne veut rien dire. Et en même temps, ça a la force, si je vous dis on va faire le pain le plus terroir d'Internet, ça a la force, ça a une certaine force parce que vous savez tous de quoi je vais parler, sans que j'ai besoin de l'expliquer. Et donc, on va un petit peu parler du terroir. Je vais vous parler en deux parties. La première partie, comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? L'idée dans cette première partie, c'est vraiment de comprendre que en 100 ans, là, en 150 ans, on a bouleversé 30 000 ans d'adaptation à un territoire. Et du coup, la deuxième partie, ce sera, nous, on vit dans cette génération, qu'est-ce qu'on en fait de ce bouleversement? Et quels sont les enjeux pour l'avenir, quoi. Et ma vision des choses, qui ne vaut pas grand-chose, je pense, parce que je ne suis pas ingénieur agronome, etc., mais ma vision des choses, et puis comment est-ce que, en tant que consommateur, on peut s'adapter. Alors on va parler un petit peu des labels, comment les choisir, ces produits, et l'enjeu un petit peu de l'agriculture à venir. Pourquoi les agriculteurs sont dans la rue aussi aujourd'hui. Voilà. Alors, première partie, où on en est arrivé. Alors il faut savoir, il y a une chose intéressante, c'est que le paysage rural français, il est découpé de telle manière à ce qu'une unité d'hommes puisse travailler en une journée. Je m'explique. L'unité d'hommes, si vous êtes tout seul à gérer votre ferme, comme les, je ne sais pas moi, ceux qui ont cherché de l'or aux États-Unis, ils sont arrivés, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'or, ou que tout a été pris, ou ils n'ont pas trouvé, et ils sont installés, ils avaient leur petit lopin de terre. Là. Si vous vous installez comme ça, le petit lopin de terre fera la taille de ce qu'un homme peut fournir comme travail en une journée, fera la taille de ce qu'un cheval va pouvoir labourer avec l'homme, fera la taille de ce que l'homme pourra semer à voler, de ce que l'homme avec un grand H, de ce que l'homme pourra récolter, moissonner, etc. Donc c'est plutôt des petites parcelles. En France, on a un système féodal pendant plusieurs siècles qui fait que la terre appartient à des seigneurs qui ont des serfs, des gens qui s'occupent de leur terre. Donc, en fonction de la puissance du seigneur, il y a 5, 10, 15, 20, 50 personnes qui vont travailler dans la terre. Donc, l'unité va être de 30 personnes. Donc, les parcelles françaises, dans l'environnement, enfin dans la nature, dans la campagne, eh bien, les parcelles françaises vont faire, je ne sais pas, 2-3 hectares. Okay. Pour se protéger du vent, du soleil, on met des haies autour. Donc ça, c'est en majorité un peu partout en France, sauf dans certains endroits, mais majoritairement, on met des haies autour. Et ça vient nous faire notre parcelle. Donc notre parcelle, c'est le lot hein, de terre. Ça va nous faire notre parcelle et on va dessiner comme ça le paysage français. Vous allez voir, ça va nous intéresser pour la suite. On vit dans une cellule familiale. Là, on peut remonter 20 000 ans en arrière. Quoi, hein. On vit dans une cellule familiale où on va vivre entre je sais pas, 5 et 20 personnes dans une famille, toutes générations confondues. Et parfois, il peut y avoir des regroupements de familles en fonction des terres qui sont exploitées, surtout sous le système plus tard féodal. Et donc, on va grandir dans une unité très locale à travailler une terre pour l'autarcie des familles et des seigneurs. Okay. Le commerce est relativement peu développé. On ne connaît pas de commerce comme on connaît aujourd'hui. On ne fait pas du blé pour qu'il soit exporté. On fait du blé pour qu'il soit transformé au pain au village, pour que nous, notre famille, on puisse manger, faire manger le seigneur. Ça, ce système-là, en fait, la grande révolution de ce système-là, la première grande révolution, c'est l'invention de la roue en Mésopotamie qui arrive à travers toute l'Europe. La roue va nous permettre de révolutionner l'agriculture. On ne s'en rend pas trop compte aujourd'hui, mais je pense que ça devait être une révolution absolument immense. Jusqu'au 19e siècle. Donc, de l'invention de la roue en Mésopotamie jusqu'au 19e siècle, le système agricole, si on le regarde dans son ensemble jusqu'à aujourd'hui, le système agricole évolue relativement peu. Et ce qui est sympa, moi, ce que j'aime beaucoup me dire un petit peu en me projetant, c'est de me dire qu'on a créé localement des produits issus de la terre avec le climat et avec la main de l'homme, parce que c'est ça le terroir, c'est la définition même du terroir, c'est
ce que un climat peut te donner, avec ce que la Terre peut te donner, enfin ce que la Terre peut te donner grâce à un climat. Si on s'arrête juste là, c'est le biotope, l'environnement. Et là, la main de l'homme vient dessus extraire ce produit-là. Ça, c'est le terroir. Okay, c'est un peu l'agriculture aussi. Donc, ce qui est sympa, c'est l'homme sort de la terre ce qu'elle peut nous donner. Il rajoute son petit grain de sel parce qu'on va croiser des animaux, créer des races, etc. Mais, et encore, en fait, vivant localement, tu sélectionnes tes bêtes, mais il n'y a pas trop de notion de sélection raciale de ton bovin, de ta vache, quoi. Il n'y a pas d'idée de, tiens, je vais créer ma charolaise. Et il y a un petit peu d'histoire qui rentre aussi en jeu, parce que par exemple, notre vache nantaise, où ici il y avait la maraîchine en Vendée, qui a disparu, eh bien, la nantaise de la maraîchine, c'est la même souche que la partenaise, et elle a été ramenée par les Arabes qui se sont arrêtés à Poitiers avec Charles Martel. En repartant, ils nous ont laissé des vaches, et ces vaches-là sont des vaches du Maghreb, se sont adaptées à notre territoire, se sont adaptées à notre terroir. Donc l'histoire vient aussi un petit peu influencer nos pratiques rurales. Mais à la limite, si on extrait cette partie historique, eh bien, j'aime à croire, j'aime à penser que si, comme Thanos dans les Avengers, on claquait du doigt, l'humanité disparaissait, on laisse 1 ou 2 millions d'années pour le temps à la Terre de se régénérer, l'homme revient, il revit 20 000 ans comme ça, j'aime à croire que les races qu'on va monter, qui vont sortir de cette terre, les races de vaches, de moutons, etc., les variétés de blé, etc., j'aime à croire qu'elles ne seront pas si loin que ce qu'on a créé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de la Terre 20 000 ans de génération et de génotype, quelque chose du hasard. Les produits s'adaptent. S'ils ne sont pas adaptés à leur territoire et à leur terroir, ils meurent. Donc, chaque terroir est spécifique. En France, il se trouve que géographiquement, on a 3 frontières maritimes, enfin disons 3 mers. On a les Pyrénées qui nous protègent, on a les Alpes. Bon, il y a cette petite partie de la Belgique, on se fait toujours envahir par là d'ailleurs. Mais de manière générale, on est assez bien protégé. Donc en fait, l'homme a vite compris que c'était plutôt un chouette endroit au niveau protection militaire. Et à l'intérieur, il se trouve qu'en France métropolitaine, même avec les Outre-mer, vous avez quasiment tous les climats, à part les climats extrêmes, donc le désert, la glace, etc. Mais vous avez à peu près tous les climats. Là où, par exemple, il y en a qui me disent, moi que je dis, oui, la France, c'est le pays le plus terroir du monde, avec le plus de terroir. Il y en a qui me disent, oui, l'Italie. C'est vrai, l'Italie, c'est un super pays, super chouette pays qui est rempli de terroirs, mais c'est méditerranéen. Ils n'ont pas le climat qu'on a en Picardie, par exemple. Et du coup, et pareil si on prend au nord avec l'Angleterre, par exemple. Et donc, en France, on a une géographie qui nous protège, un climat divers et relativement équilibré, et je ne vous parle même pas de la géologie aussi assez équilibrée, ce qui fait que la France, malgré sa petite taille dans le monde, est devenue la référence en termes de toutes ces spécialités qui sont sorties de terre. Okay, donc on arrive en 1789. 1789, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit truc là dans l'histoire, c'est la Révolution. La Révolution, l'aristocratie qui détenait les terres se fait déposséder de leurs terres, et un aristocrate qui avait 20 personnes qui travaillaient pour lui sur 30 hectares de terre, ou 20 hectares de terre, eh bien, sa terre lui est dépossédée, et les paysans qui travaillaient pour lui deviennent propriétaires. C'est pas aussi mathématique que ça, hein, mais c'est un peu l'idée. Donc, on devient propriétaire, on éclate le parcellaire de ces petites parcelles, vous savez, à taille humaine. On éclate le parcellaire où tout le monde devient propriétaire. Ensuite, 1802, Napoléon interdit le droit d'aînesse. Donc, l'aîné ne peut plus hériter de la totalité de l'héritage. Et donc, ces petites parcelles éclatées se retrouvent à chaque génération morcelées de plus en plus. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas 1, et quelques enfants comme aujourd'hui, on avait plutôt 5, 6, 7 enfants.
Donc une parcelle de 1 hectare divisé par 7, puis divisé par 7, puis divisé par 7, on se retrouve en un siècle avec un pays absolument morcelé, mais à la limite, tout le monde s'en fiche un petit peu. Chacun peut exploiter sa terre, on en sort, on y cultive ces fameuses spécialités du terroir, et puis on vit très bien comme ça. Enfin, on vit très bien comme ça. Il y a quelques épidémies de peste et quelques sécheresses qui passent par là, mais l'objectif est la subsistance et d'essayer de composer avec Mère Nature, même si elle est parfois un petit peu dure. Ça va, vous suivez? Je vous endors pas trop. On arrive à la fin du 19e, 100 ans après, avec une première modernisation de la société, qu'on va appeler la révolution industrielle. Pendant la révolution industrielle, on monte des manufactures, des usines, et on développe des transports, notamment le bateau, bien sûr, mais le train surtout. Et le train vient faire vient essaimer partout dans nos campagnes et vient désenclaver des campagnes qui étaient à l'époque reculées. Il faut savoir qu'un Breton qui habite à côté de Loudéac, qui est en plein centre-Bretagne, il est à 50 km ou 60 km de Rennes. Un Breton de Loudéac ne va jamais à Rennes de sa vie. Ne fait jamais 50 km. Il n'y a aucun intérêt à faire 50 km, et ça pendant des centaines d'années. Le train arrivant, en fait, les Bretons, mais les paysans de l'Aubrac, tous les paysans en France, peuvent plus facilement commencer à voyager. Donc ça, c'est quand même un des gros tournants dans nos campagnes. Ce qui amène à un premier exode rural. Il y a d'autres critères aussi, enfin d'autres choses qui font que ça amène à cet exode rural, mais ça amène à un premier exode rural où les campagnes vont commencer à se vider. On passe de 90% de la population qui était en rural, de 90%, on passe à 50% en quelques années. C'est-à-dire que les campagnes se vident quasiment de moitié. Avec ce vide, il faut savoir que moi, paysan, en 1850, je commence à voir mes copains paysans qui partent en ville. Ils laissent leurs terres. Donc moi, je récupère les terres. Donc je vais récupérer une myriade de terres qui va être un petit peu essaimée en plusieurs lots sur la commune. D'ailleurs, les Bretons arrivent, prennent le train, ils vont à Nantes, à Rennes, mais ceux qui prennent le train jusqu'au bout, ils vont à Paris. Vous le savez s'il y a des Parisiens dans la salle. Si vous arrivez à Paris, vous arrivez à la gare Montparnasse, qui est la gare à l'ouest de Paris. Et si vous promenez la prochaine fois à Paris, vous vous demanderez pourquoi est-ce qu'il y a tant de crêperies à Montparnasse. C'est parce que les Bretons sont arrivés en masse à Montparnasse. Et alors, il faut savoir qu'ils sont un peu rustres, ils ne parlaient pas français, ils parlaient breton. Un peu rustres, ils arrivent, tu t'installes à Montparnasse, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver du travail, parce qu'il faut payer un loyer, etc. Donc les hommes vont chercher du travail d'un côté, les femmes de l'autre. Les hommes vont travailler sur des travaux pénibles, notamment, petite anecdote, ils vont travailler sur le chantier du premier métro, qui est dirigé par l'architecte Bienvenu, je crois qu'il est architecte, qui va diriger le premier métro. D'ailleurs, c'est Montparnasse Bienvenu, l'arrêt aujourd'hui. Donc, l'architecte Bienvenu reçoit tous ces Bretons pour la main-d'œuvre, des grands costauds. Il les fait descendre pour creuser le métro. Et il se trouve que dans le sous-sol, il y a aussi beaucoup d'Auvergnats qui ont quitté leur terre au même moment. Et les Bretons et les Auvergnats, je ne sais pas pourquoi, je ne sais toujours pas aujourd'hui, mais se détestent. Peut-être que ça existe toujours aujourd'hui, hein, mais... Et en fait, en viennent à avoir des règlements de compte. Et parfois, ça tourne un peu au drame, parce qu'avec leurs couteaux, eh bien, il y a quelques meurtres. Et alors, Bienvenu en a marre d'avoir des meurtres, des morts sur son chantier, décide d'interdire les couteaux, mais il se rend vite compte que les couteaux leur servent à manger leur miche de pain du midi. Un quignon de pain rassis pour le déjeuner du midi, c'était quand même autre chose. Et du coup, il va voir un boulanger en lui demandant tu peux me faire un pain qui puisse se déchirer facilement? Et le boulanger créa la baguette. La baguette vient de là. Alors, c'est une des 3 légendes de la baguette. Et en parallèle, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles parlent le pape français, pareil.
elles vont, pour beaucoup, surtout les jeunes filles, travailler dans les maisons des bourgeois qui avaient un petit peu plus d'argent, qui pouvaient employer des bonnes pour faire les chambres, etc. Et alors, autre petite histoire assez marrante. On était en confinement avec un groupe d'amis et il y a une de nos amies qui était dedans qui m'appelait, qui avait fini par me surnommer pour la petite histoire, parce qu'à chaque fois j'étais pour la petite histoire. Bon, je continue avec mes petites histoires parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de raconter des histoires et c'est de les écouter. Alors, pour la petite histoire, deuxième, il y avait une bonne qui fait une bourde dans la maison d'une de ces bourgeoises cette dame tenait une gazette pour jeunes filles. Et en arrivant dans sa manufacture là, pour imprimer sa gazette, elle s'aperçoit qu'il y a un problème d'impression, la quatrième de couverture est blanche. Elle croque rapidement, donc elle dessine rapidement quelques cases de bande dessinée en expliquant la bourde de sa bonne bretonne. Cette histoire fait un carton. Elle raconte les bourdes de sa bonne bretonne. Bon, au bout d'un moment, je pense qu'elle les invente, ou alors sinon elle avait vraiment une jeune fille pas très dégourdie. Mais elle en met tous les jours. En tout cas, je sais plus, je crois que c'était un mensuel, mais elle le fait régulièrement, ça marche super bien. Elle a inventé Bécassine. Et Bécassine, d'ailleurs, a eu sa statue de cire au musée Grévin. Et il y a des Bretons, il y a quelques années, j'aime bien l'histoire, il y a des Bretons qui sont allés la nuit s'infiltrer au musée Grévin pour défoncer à la hache la statue en cire de Bécassine en disant non, on fait pas que des bourdes. Donc voilà, ça c'est l'héritage de ce premier exode rural. Et dans nos campagnes, peut-être dans les communes que vous habitez, que vos parents habitent, que vos grands-parents habitent, dans les communes que vous habitez, il y a peut-être des voies vertes. En tout cas, moi j'ai grandi un peu dans 2 communes dans mon enfance. Et il y a des voies vertes, ce sont les anciennes voies de chemin de fer désaffectées de l'époque où il y avait des voies de chemin de fer partout. Après, il y a eu l'apparition de la voiture, donc le chemin de fer s'est un petit peu stoppé. Donc voilà, donc Première Guerre mondiale, là les paysans partent au front, ils traversent la France en train, et là ils s'aperçoivent qu'il y a d'autres modèles d'agriculture. Il faut savoir qu'un paysan du Larzac, quand il se rend dans la Somme, il traverse la Beauce, ça c'est pas trop des gros mots pour vous, Larzac en bas, la Somme en haut, et la Beauce au milieu. Donc quand il traverse, et là il voit des champs en Beauce avec une terre fertile. Alors il faut savoir que sur la terre, bon, je ne vais pas vous faire un cours de géologie, mais en gros il y a la première couche qui est cultivable et fertile, qui s'appelle le sol arable, partout sur la planète. Et en dessous vous avez la roche-mère. Et la roche-mère, c'est soit du caillou, soit de l'argile, pour faire simple. Et quand vous allez dans le Larzac ou dans les Causses ou dans l'Aubrac, le sol arable, il est quasiment inexistant, il fait quelques centimètres au plus, mais dès qu'il y a, dans les Causses, là, dès qu'il y a une petite montée, on voit tous les rochers qui sont à fleur de sol, c'est directement la roche-mère qui est là, c'est-à-dire que ce n'est pas cultivable, on met que des animaux. Et eux, ils arrivent en Beauce ou en Mayenne, etc., ils ont un sol arable qui fait 1,50 m de profondeur. Et tu mets une graine, tout de suite, c'est l'Eldorado, enfin, c'est le jardin d'Éden. Et eux, ils voient ça, ils se disent « Waouh, mais ça fait des centaines de générations qu'on est en train de casser de la pierre. Il y a un autre modèle d'agriculture qui existe, donc ça leur rouvre l'esprit sur le monde. » Donc, Première Guerre mondiale, on revient entre les 2 guerres, on retourne. Donc, fin de la Première Guerre mondiale, ce qui est important quand même pour la suite, les Alliés remportent, on crible de dette l'Allemagne pour payer les dégâts, les frais qui ont été dépensés là pour reconstruire la France. On crible de dette l'Allemagne. Entre 2 guerres, la montée du nazisme en Allemagne à cause notamment de cette frustration, de cette dette après la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés finissent par remporter grâce aux Américains qui débarquent. Et là, les Américains se disent est-ce qu'on va cribler de dette l'Allemagne? Bon, fort de leur expérience, ils vont se dire on va faire autrement. Nous, les Américains, vu qu'on est très riches et très, très beaux gosses, on va vous donner énormément d'argent, d'accord, à l'Europe et notamment à la France, ce qui va s'appeler le plan Marshall. Et donc, on va donner énormément d'argent à la France. En échange, eh bien, vous allez nous rembourser cet argent en nous achetant du matériel américain pendant des années et des années, pour faire simple. Et ça a très bien marché. Et d'ailleurs, il l'avait déjà compris au débarquement. Moi, j'ai rencontré un petit père en Bretagne qui me disait, donc il y a 1 an, il me disait les 2 plus grands souvenirs de ma vie, je vous le fais sans accent à la suite,
Il disait, le premier, c'est l'arrivée de l'électricité en 1956 dans la ferme. Donc il y avait un câble gros comme ça qui partait du village, qui faisait 2 km dans les arbres pour traverser la cour de ferme, pour arriver à mettre une ampoule au-dessus de la table à manger. Il dit, aujourd'hui, ça paraît dérisoire, mais à l'époque, il faut savoir qu'on a pu commencer à travailler la nuit, c'est-à-dire à faire des choses la nuit sous cette ampoule qu'on devait faire le jour, parce qu'ils vivaient avec le jour et ils dormaient la nuit. Hein. Enfin, ils allumaient un feu, ils faisaient la veillée, mais ils ne travaillaient plus la nuit. Donc, on ne mettait pas les bougies dans les étapes, quoi. Donc, il dit, l'apparition de l'électricité, c'est le plus grand bouleversement de ma vie. Il disait, deuxième bouleversement de ma vie, les Américains qui sont arrivés. Donc, il y avait des petits jeunes qui se trimballaient en bicyclette, qui allaient de hameau en hameau, et qui disaient, les Américains, les Américains. Alors, les gars au fin fond de la Bretagne, ils me disaient, on était au courant qu'il y avait les Allemands qui étaient là, mais en vérité, on continuait à produire nos œufs et nos vaches, quoi. On ne voyait pas trop la différence. Et il disait, du coup, les Américains sont là, c'est quand même c'est un peu particulier quand il n'y a pas l'information, vous voyez. Là, je vous parle des zones très reculées, très rurales. Et alors, ils allaient voir les Américains dans les hameaux, dans les villages, dans les villes plutôt. Et là, ils étaient dans les chars, dans les camions. Ils lançaient pour les hommes, enfin pour les adultes, des paquets de Lucky Strike, et pour les enfants, des paquets de chewing-gum Hollywood. C'est encore des choses qu'on consomme aujourd'hui. Ça veut dire que dès l'après-guerre, il y a eu une consommation de produits américains. Donc, dans le plan Marshall, les Américains envoient du matériel. Et fort de l'innovation grâce à la guerre, donc à savoir l'innovation technologique, l'innovation chimique, l'innovation du matériel, fort de cette innovation, on arrive dans l'agriculture avec une arrivée massive de matériel et de produits. Et dans le matériel, on retrouve toujours aujourd'hui nos tracteurs John Deere, nos tracteurs Ford, nos tracteurs Massey Ferguson. Tout ça, c'est un héritage du plan Marshall qui inonde encore aujourd'hui nos campagnes. Là, on se retrouve avec des paysans qui avaient, vous vous souvenez, des lots de terre éclatés et sémés partout sur les hameaux. On se retrouve avec ça. Et il y a un tracteur qui arrive. Alors, ils disent, évidemment, la parcelle, elle fait 1/4 d'hectare. On ne peut pas mécaniser cette parcelle-là. Donc, ils se retrouvent face à une barrière de mécanisation des campagnes. Ça, c'est une grande problématique. Et du coup, qui s'est passé en France à ce moment-là. Et donc, ça avait commencé un petit peu pendant la Seconde Guerre mondiale sous le régime de Vichy. Mais après, De Gaulle prend le relais pour lancer le grand chantier qui va s'appeler le chantier du remembrement. On va dire, on va découper la France pour la mécaniser. Et là, il faut se rendre compte que ça a été un bouleversement absolument gigantesque dans les campagnes françaises, puisqu'on dit, là, sur cette commune, il y a 1500 parcelles, on va en faire 300. C'est-à-dire ils ont envoyé des géomètres dans les campagnes, donc des géomètres et des ingénieurs agronomes. Ils les envoient dans les campagnes avec des cartes, ils se mettent dans la préfecture ou dans la mairie, et puis ils prennent une règle, et hop, ils font des quadrillages, quoi. Et alors au début, ils mettent les paysans avec. Et les paysans, ils disent, attends, là c'est ma parcelle de pommier, tu peux pas la couper en deux et tout. Il y en a un autre qui dit, non, là il y a un petit ruisseau qui me sert pour mettre de l'eau sur mes parcelles, pour irriguer et tout. Et en fait, les paysans commencent à leur dire stop. Et donc, pour avancer au nom du progrès, et en vrai, c'était pas une mauvaise chose, hein. Au nom du progrès, ils ont dit, on va enlever les paysans de ces commissions municipales, départementales, pour pouvoir découper la France comme on découperait, comme ils ont découpé l'Algérie, quoi. C'est-à-dire des traits sur les cartes. Et on se retrouve en France avec un remembrement qui est aujourd'hui la plus grande catastrophe écologique de ces 30 000 dernières années en France. Mais ça, c'est particulier à la France parce que je vous expliquais avec la Révolution, avec Napoléon, ça s'est éclaté, etc. Mais ça veut dire qu'ils sont arrivés avec des bulldozers dans les campagnes, ils ont arasé, c'était le mot à l'époque, ils ont arasé toutes les haies. Et les petits ruisseaux qui serpentaient comme ça, en fait, on prend une pelleteuse et on fait un seul trait, ça permet de bien délimiter les parcelles à gauche et à droite. Et comme ça, on peut mécaniser. Et ça a été un vrai traumatisme dans les campagnes, hein. Moi, je parlais avec une dame la dernière fois, parce qu'il y a eu des lésés, on les appelait les lésés,
des personnes qui se sont fait avoir sur le remembrement, qui ont eu des petites parcelles avec des petits rendements, etc. Et d'autres qui en ont bien profité. Et vu qu'il y a eu énormément d'argent qui est arrivé des États-Unis et de l'Europe et de la France, eh bien, il y a eu beaucoup de corruption aussi. Et donc, dans les campagnes, encore aujourd'hui, il y a, la dernière fois, je parlais avec une dame qui était contente, qui parlait du remembrement en disant ah, c'était génial, machin truc et tout. Et il y a une personne qui est venue me voir en me disant attention de ne pas trop poser de questions, parce que la dame de là-bas, eh ben, son mari s'est fait avoir sur le remembrement, il s'en est jamais remis, il en est mort de tristesse, quoi, enfin de désespoir. Son mari est mort il y a 20 ans de désespoir du remembrement, parce qu'il ne connaîtra plus la France, la campagne qu'il a connue jeune. Donc voilà, ça c'est le remembrement. Vient avec la politique agricole commune, avec l'Europe. Donc ça vous connaissez, c'est la PAC. La PAC, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut dire on va gérer l'agriculture de tous les pays d'Europe pour la rendre concurrente face aux États-Unis d'Amérique, en gros. Et donc, on va gérer la production, on va gérer chaque production de là-haut, et on va calmer certains pays, on va en stimuler d'autres, etc. Et donc, on se retrouve avec une France qui veut se mécaniser énormément, qui veut se moderniser, qui investit dans les tracteurs. On fait vous avez vu Au nom de la terre, non? Le film avec Canet, Guillaume Canet, c'était exactement ça. On fait des grands bâtiments, des chèvres. En fait, tous les bâtiments que vous voyez aujourd'hui, quand vous prenez le train ou la voiture, ou si vous habitez en rural, eh bien dans nos villages, tous les bâtiments d'élevage que vous voyez aujourd'hui, c'est un héritage des années de 60 jusqu'à 2000, quoi. Donc, on modernise énormément l'agriculture et on se retrouve avec une Europe qui dit oula, la France, vous produisez un petit peu trop dans ce domaine. On va attendre que d'autres pays, je ne sais pas moi, la Lituanie, la Roumanie produisent un petit peu plus. Et pour équilibrer, on va vous mettre des quotas en France. Donc, vous ne pouvez pas dépasser ce seuil-là. Donc, les Français qui s'étaient modernisés et endettés sur une base économique pour produire 1000, on leur dit, là, il faut un palier à 800. Oui, mais à 800, moi, je ne vis pas. Ça a été très mal vécu. Alors, j'ai plus la date, je crois que c'est 1981, les quotas laitiers dans nos campagnes. Donc, depuis ce moment-là, on se retrouve avec une agriculture qui est gérée par la politique agricole commune, où on a des problématiques qui sont qu'on doit produire après la Seconde Guerre mondiale, on devait produire beaucoup. Et donc là, on se met à produire en masse, parfois à perte. Mais en fait, l'Europe centralisant les aides, enfin l'argent, pardon, qui servira à donner des aides à les répartir un petit peu partout, eh bien, redispatch pour combler ces déficits. Par exemple, les quotas laitiers, on va dire, OK, on te met un quota. OK, tu vis pas de ton activité, mais je vais te donner de l'argent juste pour équilibrer. Comme ça, tu ne pourras pas vivre, mais au moins survivre, pendant qu'on fait grandir les autres, etc. Et moi, j'ai fait 2 ans d'apprentissage dans une ferme laitière. On avait fait des déclarations PAC avec mon maître d'apprentissage. Ça, c'était pas en 1960, hein, c'était il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et dans les déclarations PAC, mon patron, là, il avait donc 85 hectares sur sa ferme. Il touchait 24 000 € d'aide PAC. Et lui, il me disait, en fait, c'est mon salaire de l'année, les aides PAC. Et c'est-à-dire que sans ces aides, eh bien, il ne pouvait pas vivre. Et en fait, moi, j'ai grandi en milieu rural, mais pas dans le milieu agricole purement, simplement dit. Je me suis dit, une aide, c'est pour venir t'aider. Là, on aurait pu appeler ça une aide, ça s'appellerait une subsistance. Et donc, je me suis dit, il y a un problème dans ce système où on va nous mettre des quotas alors qu'on pourrait produire plus, où on va nous donner de l'argent pour équilibrer ce manque à gagner, et en même temps, cet argent, certes, c'est une aide, mais ça nous permet de vivre. Et je ne rentre pas plus dans le détail de ce système-là, mais on est aujourd'hui dans un système agricole qui se veut être géré par l'Europe, où en France, on n'est plus maître des décisions qui sont prises. Et sur nos exploitations, moi, pour reprendre l'exemple de mon maître d'apprentissage, il faisait des vaches laitières. Donc il avait la Primolstein, c'est la race laitière classique.
noire et blanche, là qu'on voit partout. Il avait des Primenstein et il faisait son lait. Et en fait, il achetait un ingrédient, donc une alimentation qui était sous forme de granulés. En fait, il l'achetait à une coopérative, mais il ne savait pas d'où ça venait. Je lui ai dit, c'est quoi, ça vient d'où? Il me dit, je crois qu'il y a un peu de céréales, de blé, etc., de triticale, ils appellent ça. Donc il y a un peu de triticale, il y a un peu de soja, il y a un peu de machin, mais il ne savait pas trop. Il donnait ça à manger à ses bêtes avec un petit peu de fourrage et des produits et des fourrages fermentés. Parce qu'on a créé des fourrages fermentés aussi avec cette période-là, les fourrages fermentés, ce qu'on appelle l'ensilage. C'est-à-dire que vous allez voir le maïs qu'on a en France. Moi, quand j'étais petit, tous les maïs qu'on avait dans nos campagnes, vous voyez tous à quoi ressemble une plante de maïs, tous les maïs qu'on avait dans la campagne, je me suis dit, tiens, ça sert à faire le maïs en grains géant vert. Pas du tout. L'immense majorité de maïs, c'est fait pour donner aux vaches laitières en France aujourd'hui. Et donc ce maïs, on vient l'ensiler, donc on vient le récolter et le broyer en petits morceaux. On le fait fermenter sous des bâches et ça donne énormément d'énergie. Mais ça, c'est fou parce que, par exemple, l'aliment d'une vache, il faut qu'elle ait à moitié dans son estomac, il faut qu'elle ait autant d'apport d'énergie que d'apport de protéines. S'il y a un déséquilibre, elle fait ce qu'on appelle une acidose et elle meurt. Donc l'herbe, que ce soit de l'herbe fraîche ou du foin, c'est à 50-50. Tu donnes de l'herbe à une vache, elle a 50% d'apport azoté, de protéines, et 50% d'apport d'énergie. Si tu donnes du maïs, elle a 90% d'énergie et 10% de protéines. Donc il faut rééquilibrer ce déséquilibre, sinon elle meurt. Donc en face, qu'est-ce qui donne énormément de protéines? Eh bien, il y a le colza, mais le colza, on le produit en France. Le colza, on va le monter un petit peu, au lieu d'avoir ces 10%, on va arriver à 50%. Mais en fait, l'aliment parfait qui rééquilibre la puissance énergétique du maïs, ça va être le soja. Et le soja, on en produit un tout petit peu en France, mais on en produit surtout en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, on connaît tous les problématiques que ça engendre avec la déforestation, l'utilisation des produits chimiques, etc. Les conditions de travail et tout. Et donc, on a aujourd'hui une vache laitière en France. C'est une vache sélectionnée qui n'est pas issue d'une race locale, etc. Mais ça à limite, c'est pas très grave, on s'adapte. Donc, une race sélectionnée, ultra productive, à qui on va booster l'énergie avec du maïs et on va rééquilibrer avec un énorme booster de protéines qu'est le soja. Et elle va nous donner du lait qui manque de matière grasse. Et ceux qui veulent faire du fromage, par exemple, eh bien, rajoutent des vaches qui font de la matière grasse dedans. Parce qu'en fait, on a artificialisé le lait. Et en arrivant, moi, dans mon apprentissage, je me suis dit, cool, je suis dans une ferme, ça va être trop la nature, ça va être trop bien et tout. En fait, j'ai arrivé un peu, j'appelle ça le syndrome de Martine à la ferme. Tu arrives, tu crois que le coq, il chante, mais pas trop fort, et le tas de fumier, il sent, mais pas trop mauvais. En fait, tu t'aperçois que l'agriculture issue... Moi, mon boss, il avait toujours connu, son père avait connu le remembrement, avait connu tout le changement des campagnes, l'industrialisation, l'arrivée de la Holstein, etc. Lui, il était quasiment né dedans, il avait toujours connu comme ça, et il voulait que je reprenne sa ferme. Et il me disait, mais continue à faire de la Holstein, continue à donner du maïs, du soja, etc. Moi, je disais, mais je ne savais pas encore, je n'étais pas documenté et tout, mais j'avais 20 ans. Mais je disais, mais il y a un problème dans ce système. Je n'ai pas envie de perpétuer un système où je sens qu'il y a quelque chose qui va mal. Bon. Voilà un petit peu le système agricole dans lequel on est. Aujourd'hui, ça change un petit peu. Ma formation dans la chambre d'agriculture, il y avait... Donc j'ai fait un apprentissage donc, sur 2 ans. C'est une formation sur 1 an. On était 100 par promo, donc j'ai vu 200 élèves. Sur les 200 élèves, il y en avait 50% qui venaient du monde agricole, donc leurs parents étaient agriculteurs et ils allaient s'installer avec eux. Et 50%, c'était des reconversions, beaucoup de reconversions de trentenaires, entre 28 et 35 ans et 40 ans. Et des gars qui arrivent, beaucoup avec ce syndrome de Martine à la ferme, en disant je vais faire de la permaculture sur un dixième d'hectare. Je jette pas la pierre parce que c'est un système qui est vertueux. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'on va changer l'agriculture, on reviendra après. Mais un peu déconnecté de ce monde rural et ce monde agricole, mais comme moi je l'étais. Donc voilà un petit peu le système dans lequel on est aujourd'hui. Maintenant,
ça peut être un petit peu désespérant parce qu'on se dit, mais quelles sont les clés pour nous, étudiants, jeunes pros et plus, pour faire changer les choses, quoi. Il faut bien comprendre que on est passé de 90%. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est le deuxième exode rural. Donc il y a 50% à la campagne, 50% en ville. Deuxième exode rural, on finit de vider les campagnes pendant les 30 Glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale. Et on arrive jusqu'à 80% des habitants en ville, 20% à la campagne. C'est-à-dire que ces 30 000 dernières années, ou disons ces 5 000 ou ces 2 000 dernières années, c'est la première fois qu'on vit un chamboulement sociétal aussi puissant et aussi grand. De passer d'une population qui est quasiment exclusivement rurale, parce qu'à l'époque, la ville, c'était dangereux, parce que s'il y avait une famine, une épidémie, une maladie, etc., au moins tu cultives tes betteraves, tu peux en manger, ou tu cultives ton blé, tu peux en manger. Alors que quand tu es en ville, en fait, c'était le dernier maillon de la chaîne, quoi. Et pareil pour les maladies. Tu as une épidémie qui arrivait, quand tu es en ville, tout le monde est entassé, tu vois beaucoup plus de monde. Quand tu es à la campagne, tu es en plein air, donc tu es moins touché, même si tu es quand même touché. Mais donc, il fallait un peu fuir la ville, ce qui est aujourd'hui complètement l'inverse. Et c'est-à-dire que statistiquement, je ne sais pas combien on est peut-être une centaine dans la salle, statistiquement, il y a 80 personnes ce soir-là qui sont nées et qui ont grandi en ville. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité. Et d'où mon propos ce soir, c'est de dire déjà, il faut qu'on prenne conscience de ça. Deuxième chose, il faut qu'on prenne conscience eh bien, que le monde dans lequel on vit, surtout au niveau de notre consommation, ça va être mon deuxième chapitre. Il me reste combien de temps? 20 minutes. Il faut savoir, la deuxième chose, c'est au niveau de notre consommation. On vit aujourd'hui et on est né aujourd'hui dans une société où on a accès à une consommation avec l'apparition notamment des supermarchés, avec ces 30 Glorieuses, toute cette période du remembrement 30 Glorieuses, etc., où on a accès à des supermarchés où il y a tout. Il y a des produits qui viennent de manière locale, mais ça c'est quand même relativement récent, sinon c'est des produits qui sont importés et avec des coûts complètement artificialisés, soit parce que c'est fait par des main-d'œuvre moins chères ailleurs, soit parce qu'avec le jeu des subventions, on arrive à des prix eh bien, qui nous arrivent dans nos assiettes qui sont assez bas. Mais en fait, moi, j'ai envie de jeter un caillou, un pavé au milieu de la mare, et j'ai l'impression que c'est le truc à dire en ce moment, et que c'est l'enjeu principal au niveau consommation, et que je déplore qu'il n'y ait pas plus qu'il le fasse, c'est la consommation qu'on a aujourd'hui, surtout dans nos produits du terroir. Donc je parle de la viande, des produits laitiers, des œufs et des produits animaux. J'ai cette consommation-là. On n'achète pas au bon prix tous ces produits. C'est-à-dire qu'on n'achète pas notre jambon au bon prix. On n'achète pas nos œufs au bon prix. Et en fait, je vais peut-être en choquer certains, tant pis, mais quand j'entends certains qui me disent moi je vais acheter ma viande en supermarché parce que chez le boucher c'est trop cher. Bon, la répartie classique, c'est de dire non mais va bien étudier, parfois il y a des morceaux qui sont moins chers, etc. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin dans l'autre sens et de dire mais mon pauvre ami, la viande chez le boucher, elle n'est même pas encore assez chère. Pour faire vivre nos agriculteurs en France aujourd'hui, elle n'est pas assez chère. Et en fait, c'est choquant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de compter les sous dans ce qu'on va mettre. Mais c'est sûr que quand on passe, là il y a 100 ans, je crois, alors, je ne donne pas trop de chiffres parce que je ne suis pas très à l'aise avec les chiffres, mais sinon j'aurais fait des études. Mais je crois qu'on est passé de 50% de notre budget il y a 100 ans dans l'alimentaire. Aujourd'hui, c'est 6% de notre budget. Donc, quelqu'un qui me dit j'achète pas de viande parce qu'il faut, en fait, en filigrane, parce qu'il faut que j'achète de la viande tous les jours et je suis pas millionnaire. Et j'achète pas de viande et qu'à côté de ça, en fait, tu as 1000 loisirs, que ce soit de ta séance de badminton ou ta série Netflix.
En fait, faut faire des choix en conscience. Et je vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous dis juste qu'il faut faire des choix en conscience. Moi, je sais que j'ai choisi d'augmenter mon budget. Pourtant, je suis vraiment pas millionnaire, hein. J'ai choisi d'augmenter mon budget de bouffe alimentaire. Et ma femme est tout à fait d'accord avec moi. Et du coup, c'est un projet à deux qu'on a fait. Et on a choisi de mettre plus d'argent dans les produits qui valent naturellement cher. Donc on met plus d'argent dans une bouteille de vin, on met plus d'argent dans une côte de bœuf. D'ailleurs, on ne prend pas trop de côte de bœuf, on prend plutôt des morceaux à revaloriser un petit peu. Mais on met plus d'argent dans notre viande, on achète des œufs qui sont bien faits, mais qui sont 3 fois plus chers qu'un œuf industriel. C'est une logique qu'on veut instaurer dans notre famille, et tant pis plus tard pour le cours de poney de la petite, on la laissera juste au tennis. Enfin, je sais pas, chacun a ses problématiques, mais c'est vraiment l'idée de se dire qu'il faut remettre la bonne valeur des choses, des produits, dans notre consommation. Et vous allez me dire, dans ce cas-là, on arrête d'en manger. En fait, pas loin. Pas loin parce que y en a plein qui me disent ah ouais, nous on n'aime pas les végans, on est des viandards et tout machin. En fait, je trouve autant dans l'extrême un vegan que je trouve dans l'extrême un mec qui me dit ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'apologie de la viande si on aime nos terroirs et si on aime la production agricole française. Et si on a envie de la pérenniser, si on a envie de la valoriser et de la faire redémarrer. Il faut apprendre, nous, notre génération, particulièrement parce qu'on fait partie de ces 20% à être nés en ville et à s'être déracinés de la terre. D'ailleurs, je trouve ça beau parce que cet attrait pour nos produits de terroir dont je vous faisais part au début, je pense que c'est parce qu'on ne déracine pas 30 000 années d'ancrage à la terre en 150 ans. Et donc, cet enracinement, si mon propos touche un tout petit peu le fond de vos tripes, eh bien, il faut savoir revaloriser un petit peu ce qu'on est en train de manger. Arrêtons de nous gargariser de notre consommation de certains produits du terroir aujourd'hui, alors qu'on se plante sur certains produits. Là, c'est là où vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué de choisir nos produits. Et en fait, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, on va même dans un supermarché, on est envahi de qui arrivera le mieux à vendre son produit. Et donc, on est envahi, moi je trouve ça vraiment très très polluant et très désagréable, on est envahi sur 1 mètre, même pour les œufs, tu as 8 catégories d'œufs différents quand tu vas dans un supermarché. Pour la viande, j'en parle même pas. La viande, c'est vraiment un gros sujet. Enfin, si je vais en parler, parce que c'est le thème quand même du topo. La viande, c'est vraiment un gros sujet, parce que c'est un ingrédient qui coûte cher. En fait, moi, la seule chose que j'ai envie de vous faire passer comme message, enfin, pas la seule chose, mais parmi les 2-3 choses que j'aimerais bien vous faire passer, c'est donc, remettons le prix dans les belles choses, et donc, évidemment qu'on ne peut pas multiplier notre budget par 5 chaque mois. Donc, réapprenons à en faire des plats de fête. Dans les campagnes, manger de la viande, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc la viande, tu la tues, tu la consommes, tu ne la conserves pas. Si tu la conserves, c'est dans du sel. Tu fais des salaisons ou des fumaisons, tu la fais fumer, mais ça se conserve relativement peu, ça se conserve quelques semaines tout au plus. Et tous les morceaux ne peuvent pas se conserver comme ça. Vous mettez une côte de bœuf dans du sel, 3 jours après, elle est foutue. Donc à l'époque, on tuait le cochon l'hiver, ça c'est l'image la plus parlante. On tuait le cochon l'hiver, il y avait 3 familles qui venaient, on mettait quelques morceaux en salaison, sinon c'était la fête au village pendant 10 jours, un peu moins parce qu'après ça a commencé à rassir, mais on le faisait l'hiver, donc il faisait 3 degrés la nuit, donc on pouvait la conserver. Et pendant 1 semaine, c'était la fête au village, et c'est pour ça que le cochon, le tue-cochon, comme on l'appelle, c'est la tuerie de cochon, c'est devenu une fête universelle partout en France. Et alors, petite anecdote, pour la petite histoire, quand j'étais traiteur, ça m'est arrivé, je pense, vraiment, ça m'est arrivé 4 fois, je pense, peut-être 5 fois.
il y a des mariés qui m'appellent et qui me disent « Ouais, nous, on est corse, et ma fiancée, elle est bretonne. Tout nous oppose, sauf le cochon. Et est-ce qu'on peut avoir des cochons rôtis pour le mariage ?» Après, il y a un autre appel. « Ouais, nous, on est alsaciens, et je me marie avec un basque. Tout nous oppose, sauf le cochon. » Et c'est véridique, j'ai vraiment eu plusieurs appels comme ça. Et parce que c'était tellement une fête au village, la tuerie du cochon, que ça réunissait les gens. Il y a des anciens qui me racontaient que c'est comme ça qu'ils rencontraient leur femme ou leur mari. Ils disaient, avec les booms, enfin les fêtes de village, quoi. Mais ils disaient, on allait à la tuerie du cochon et on revenait, on était mariés, quoi. Enfin, à peu de choses près. Et du coup, en fait, ça c'est l'exemple du cochon, mais c'est l'exemple pour plusieurs autres viandes. Donc, redonnons de ces lettres de noblesse à la viande, réassumons de payer une viande 2 fois plus chère, 3 fois plus chère. Aujourd'hui, en moyenne, un Français mange de la viande tous les jours. C'est-à-dire que si on réapprend à manger de la viande 1 fois par semaine, et moi, valorisateur entre guillemets des terroirs et passionné de ça et tout, je mange de la viande hors mes vidéos que je fais où je dois goûter et tout. Je mange de la viande 1 fois par semaine. Je vous le promets. C'est vraiment mon mode de vie aujourd'hui. C'est faisable, c'est dur, extrêmement dur, parce que ma mère a toujours mis des lardons dans les pâtes et a toujours mis des jambons à disposition et des croque-monsieur et des comment ça s'appelle les trucs cordon bleu. Ça, on avait tout le temps, toute notre enfance. Et du coup, réapprendre à moins manger de viande, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, c'est un réel apprentissage que nous, notre génération, eh bien, le défi doit nous être lancé aujourd'hui, ce soir. Moi, je vous lance le défi de réapprendre à mettre de la viande 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, surtout en tant qu'étudiant. Ouais, les étudiants, tout le temps, ils me disent, on me dit souvent, ouais, on n'a pas trop le budget et tout ça. J'ai dit, mais arrête d'acheter des lardons dans ta carbonara, fais une carbonara sans lardons. Même, j'ai envie d'aller encore plus loin, fais une carbonara sans crème. Bon, t'as plus que des pâtes après. Mais tu manges des pâtes. Non, mais j'exagère un peu. Mais la viande, le petit sachet de lardon Herta, le petit sachet de jambon Fleury-Michon, le petit cordon bleu le gaulois, même s'il y a Gaulois dans le nom, non, c'est vraiment des choses qu'on doit bannir. C'est des phrases fortes que je vous dis, mais ça va vous tuer la santé, ça tue notre agriculture française, ça tue nos pauvres éleveurs qui sont dans la rue aujourd'hui, et on va mettre dedans des viandes qui vont nous venir de l'autre bout de la planète. On a parlé du Mercosur tout à l'heure. Donc ça, il faut réapprendre à consommer. Et du coup, concrètement maintenant, quand vous arrivez dans un rayon de supermarché, quand vous arrivez dans un marché, etc., comment s'y retrouver ? Vous pouvez faire le jeu des labels. Le jeu des labels, j'avais fait des vidéos dessus, mais celle-là d'ailleurs. Les labels, vous allez en trouver 1,5 million. C'est vraiment une jungle où il faut faire une licence à l'ICES pour comprendre le monde des labels. Moi, je vous conseille qu'un seul label. Il n'est pas parfait, mais c'est le moins pire de tous, c'est celui-ci. Donc l'AOP, qui anciennement qui s'appelait l'AOC, mais l'AOC c'était l'invention française qui a été européanisée, enfin mise partout pour l'Europe. Et donc maintenant c'est l'AOP, l'appellation d'origine protégée. Ça certifie que c'est un savoir-faire à un endroit défini et que tous les ingrédients et toutes les phases de transformation sont faits à cet endroit. Contrairement au STG, par exemple, qu'on voit un tout petit peu ici, qui est bleu, où il dit, en fait, c'est un savoir-faire, mais ça peut venir d'ailleurs. Par exemple, le jambon de Bayonne, il est STG. Vous pouvez avoir un jambon de Bayonne avec du cochon qui vient, pas de Normandie, mais du Limousin, etc. Ça, c'est pas forcément fait à Bayonne. Donc, si vous avez un label à privilégier, c'est celui-ci. Sachant qu'il y a énormément de fromages qui sont AOP. Et par exemple, le camembert, qui est le fromage le plus connu au monde, dont les Français sont le plus fiers avec le comté, mais le camembert, on en est très très fiers. Il est copié partout et partout dans le monde. Si vous voulez avoir une marque, vous êtes sûr d'avoir un vrai camembert, vous prenez un camembert AOP. Voilà.
Après, il y a Moulet à la louche, au lait cru de Normandie. De Normandie, ça vient de rentrer encore dans la protection. Mais si vous voulez avoir un vrai camembert, vous prenez AOP. Même le label bio aujourd'hui, on travaille beaucoup, et je connais beaucoup de producteurs qui travaillent plus que le label bio, qui le refusent pour une question d'éthique, en disant que c'est devenu un label beaucoup trop commercial, avec des aides, etc. Et du coup, en fait, eux, ils disent c'est les industriels qui rejouent le même jeu qu'ils ont joué avant, mais avec un label en mettant un peu de vert dessus, quoi. Bon, c'est un peu un truc de paysans qui râlent, mais ils ont un petit peu raison, pardon. Et le label bio, il y a des vrais produits où c'est intéressant. Donc le lait, par exemple, c'est intéressant. Mais si vous prenez un vin label bio, ça ne veut rien dire, quoi. Enfin, ça veut pas rien dire parce que le vin, il y a beaucoup d'intrants dedans. Mais c'est un autre sujet, le vin. Voilà. Pour bien choisir, pour bien consommer, pour bien choisir sa viande, ses fromages, moi je vous conseille une chose, c'est quand vous allez chez votre fromager, chez votre boucher, chez votre charcutier, eh bien, vous allez lui demander qu'est-ce que c'est comme viande. Et là, c'est un vieux boucher qui m'avait dit ça. Il m'a dit, là, il y a deux types de réactions. Il y a la réaction, attendez, je vais voir dans mon carnet, il s'en va, il revient, il dit, voilà, la dernière fois que j'avais entendu ça, j'avais fait ça. Et puis il est revenu, il m'a dit, c'est INRAE 56, dans une sélection de semences, etc. Donc j'ai dit, OK. Et deuxième type de réaction, d'où elle vient votre viande? Ah, mais je vais te donner l'histoire de Grégory qui essaye tant bien que mal de sauvegarder sa ferme avec cette trace locale ou avec cette partenaise ou je sais pas quoi. Et il l'élève comme ça, etc. Et là, vous allez voir les étoiles s'allumer dans les yeux de votre boucher. Et là, en fait, votre viande, elle sera bonne. Elle sera bonne parce qu'il aura fait le nécessaire pour être fier de ce qu'il fait. C'est pour ça que j'aime bien les vins issus de vignerons indépendants. Et je me dis, moi, si un jour je fais du vin et que je veux mettre mon blaze dessus, il y a intérêt que je sois fier de mon vin. Sinon, je ne vais pas me ridiculiser sur la place publique avec un vin imbuvable, quoi. Donc là, c'est la même chose. Si vous voulez consommer, le mieux du mieux, c'est d'aller à la ferme, à la source directement. Mais la problématique maintenant, ça va être, OK, je consomme mieux de la viande, je consomme mieux de la crème, des œufs, du lait, etc., des fromages. Mais en fait, si je fais ça, il faudrait que je consomme mieux des céréales. D'où il vient mon riz, d'où il vient mon blé, etc. Mais en fait, si je fais ça, il faudrait que je consomme mieux mon vin. Comment il est fait? Est-ce que c'est du vin avec beaucoup d'intrants et tout? Si je fais ça, il faudrait que je consomme mieux mon textile, mes habits, d'où ils viennent. Et en fait, ça en devient une spirale dans laquelle il y a des limites. Là, on va rencontrer une réelle limite, où ça en devient une spirale où en fait, il faudrait gagner 15 000 € par mois juste pour notre consommation, quoi. Donc, ça, c'est une question qui est adressée à chacun dans les couples, pour quand vous serez mariés, et dans les couples pour ceux qui sont déjà mariés. Aujourd'hui, pour vous en tant qu'étudiant, c'est de se dire où est-ce que moi je fixe ma limite. Et il y en a plein, j'ai rencontré dans les mariages, ils me disent je suis végétarien. Ah, t'es végétarien ou tu manges de la viande une fois de temps en temps? Non, non, j'en mange un peu de temps en temps. Je dis c'est bien. C'est pourquoi tu veux faire ça? Il me dit parce que alors t'as des raisons qui sont un petit peu neuneux, mais ça c'est mon ressenti. Mais sinon, ils donnent des raisons, ils disent bon ben non, mais moi j'essaie de bien choisir ma viande, ou alors quand on m'explique l'origine d'une viande, etc., bah, là pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, d'avoir quelqu'un qui vienne au tourne-broche, là, quand on était traiteur, il me dit ah ouais, tu fais de la viande trop régulièrement, t'en manges trop et tout. Moi, je suis végétarien ou je suis vegan et tout. Et je dis bah, très bien, bonjour. Et on discute. Et en fait, il me donne ses arguments. J'explique. En vrai, on est souvent d'accord. Et ce qui est marrant, c'est plus les minutes passent, plus l'odeur du cochon qui rôtit vient dans son nez, et plus son discours s'allège. Alors, je ne sais pas si j'ai des bons arguments à chaque fois, ou si c'est cet élément-là. Mais souvent, on tombe d'accord à la fin, en se disant, en fait, la phrase qu'on doit retenir, c'est moins, mais mieux. Voilà. Phrase un petit peu bateau, mais je pense que ça prend tout son sens. Le moins, mais mieux. Et après, à nous de savoir quel curseur on s'impose pour savoir où est-ce qu'on s'arrête. Voilà. Et puis, bon, je pense que j'ai tout dit, je peux continuer, mais...
Ça vous convient? Vous voulez qu'on passe à une petite séance de questions? Ouais? Parce que je vois l'heure, j'ai un peu dépassé. Voilà, bon, j'espère que c'était intéressant. Les produits du terroir, c'est la vie, soyez-en fiers. Et apprenez à être un petit peu curieux sur ce qu'on consomme. Souvenez-vous que ce qu'on consomme souvent, les prix sont artificiellement bas et qu'il faut redonner de la puissance dans notre consommation à notre agriculture française en revalorisant un petit peu ces produits qui doivent être rachetés plus cher. Mais pour équilibrer, au lieu d'en manger une fois par semaine, au lieu d'en manger une fois par jour, vous en mangez une fois par semaine avec le prix que vous n'aurez pas mis tous les autres restes de la semaine, tous les autres jours de la semaine. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez faire un x6 sur votre viande. Donc là, vous prenez, vous dites, et le vin, c'est pareil. Vous dites, les bouteilles de vin, je fais l'exercice sur une semaine. En fait, j'aurais mis 4 euros ou 3 euros par jour dans de la viande, ou 2 euros par jour dans des lardons, etc. Eh bien, en fait, je fais le calcul de tous ces jours économisés, et le dimanche, ou le mercredi, quand vous voulez, eh bien là, je me fais plaisir, je vais chez le boucher, je prends une côte de bœuf, une belle côte de bœuf, maturée, etc. Je prends un joli vin, et là, vous le partagez, parce que le propre des produits et de nos spécialités du terroir, c'est de les partager. Merci à tous. Si vous avez des questions. Je ne suis pas très bon dans les réponses, mais j'aime bien faire mon topo. Après, Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question surtout sur, vu tout ce que vous nous avez expliqué sur la centralisation de l'agriculture et tout au niveau européen, mais avec toute la possibilité du terroir en France, est-ce que ce serait possible aujourd'hui d'avoir une alimentation complètement autonome sur le territoire français, quoi? Ouais, c'est une bonne question. Je ne vais pas pouvoir y répondre dans les détails parce que je pense qu'il faut vraiment avoir étudié la question pour y répondre dans les détails. Une chose est sûre, c'est que nous, on a peut-être un enjeu. En fait, la France, je pense, a une véritable mission, particulièrement en Europe, sur sa consommation et sur l'exemple à donner. Exemple, par exemple, ça fait beaucoup d'exemples. En France, il y a eu dans la Somme un projet de ferme géante, donc la ferme des 1000 vaches. Il réunissait plusieurs fermes de plusieurs centaines de vaches pour en faire une des 1000 vaches. Ça fait énormément couler d'encre. Et il y a eu beaucoup de manifestations, des blocages, etc. Bon, ça a été un peu récupéré par les écologistes, mais en vérité, il y avait un vrai combat derrière. Et en disant, on ne veut pas de cette ferme de 1000 vaches. Et en fait, les Allemands, ils nous regardaient de l'autre côté, et ils ont des fermes à 8000 vaches. En Italie, il y a des fermes d'engraissement de JB, on appelle ça des jeunes bovins. Nous, parce que nous, dans l'élevage laitier en France, tu as des Holstein dans ta ferme, ils font un veau. Si c'est une femelle, tu la gardes pour renouveler le cheptel. Si c'est un mâle, tu l'envoies en Italie ou au Maroc ou en Tunisie pour qu'ils soient engraissés. Et en Italie, tu as des fermes d'engraissement de jeunes bovins. Il y a 14 000 vaches. En Israël, tu as une ferme de 81 000 vaches. En Chine, j'ai vu qu'ils avaient le projet de créer une ville pour avoir, je ne sais plus, 800 000 vaches, je crois. Donc, nous, en France, on est là. Non, pas la ferme des 1000 vaches, etc. En fait, je pense qu'on est un ovni dans le monde, on va dire, qui se concurrence un petit peu les pays qui portent le monde en termes de consommation et de production. Et on a un véritable exemple à donner. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si nous, on peut être autonome complètement. En tout cas, je pense que l'enjeu par rapport à nos frères européens et mondiaux, c'est de rester, de ne pas essayer de jouer le jeu de la concurrence, parce qu'on perdra, mais de jouer le jeu de l'exemple en se disant, voilà, il peut y avoir des agricultures alternatives qui sont plus respectueuses de l'environnement et qui nourrissent quand même son pays. Donc l'idée, c'est d'avoir ce double tranchant, nourrir notre pays, servir d'exemple. Ce n'est pas exactement la réponse à ta question. Tu veux que je sois bon? Quelle est votre analyse par rapport à l'analyse des écologistes sur le fait que la viande bovine, ça pollue et ça rejette beaucoup de carbone? Ouais.
En fait, je vais commencer un peu par ça, le topo, en disant 14,5... attends, c'est quoi? Ouais, en France, 14,5% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage bovin. Et à côté de ça, 14% sont dus à l'automobile, au transport. En fait, je regardais ces derniers jours un expert qui expliquait que pour calculer les 14% de la viande bovine, ils ont pris de la sélection de la semence en centre d'insémination jusqu'à la vente en supermarché avec les émissions du supermarché, les émissions du centre d'insémination, tout l'élevage, l'abattage, le transport, etc. Alors que pour les transports, ils ont pris juste les voitures et les camions qui roulent pour avoir ce chiffre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la fabrication de la voiture en usine, le transport des voitures pour arriver en France, etc. Donc, en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Et moi, je me méfie comme de la peste des chiffres qui tournent. Et ça m'énerve les chiffres que je vois de partout sur les émissions de gaz à effet de serre, la quantité d'eau que boit un bovin. Déjà, c'est jamais les deux mêmes. Tu regardes 10 chiffres, c'est jamais 2 fois les mêmes. De 1, ça dépend de tellement de critères. Et la dernière fois, je suis tombé, ça m'a tellement énervé. On disait 1 kilo de viande, c'est une baignoire entière ou d'eau ou je sais pas quoi. J'ai creusé, pour jouer le jeu, j'ai creusé l'étude. Et en fait, je suis tombé sur l'étude. Ils ont compté la pluie qui tombait sur une parcelle pour faire pousser l'herbe, pour que la vache mange l'herbe. Mais évidemment, si tu te mets à mettre des pluviomètres dehors, bien sûr que tu vas arriver à des taux qui sont absolument énormes. Donc, qu'est-ce qui est pris en compte dans cette étude? Et en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on reçoit un chiffre, il faut recreuser 40 minutes l'étude. Et du coup, c'est infaisable. Donc, méfiez-vous comme de la peste de ces études-là. Après, je ne veux pas dédramatiser la situation. Il est vrai que produire de la viande, eh bien, ça pollue plus que produire du blé. Et d'ailleurs, si vous regardez en France, mais partout dans le monde, mais plutôt en France, une terre, si elle est fertile, on met du blé. On met des céréales, mais on met du blé principalement. Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Si elle n'est pas assez fertile pour du blé, on met des vaches. Si elle n'est pas assez fertile pour des vaches, on met des moutons. Si elle n'est pas assez fertile pour des moutons, on met des chèvres. Voilà, c'est un escalier. Et du coup, tout ça pour dire que le blé, sur 1 hectare de blé, vous allez avoir plusieurs dizaines de quintaux de blé qui vont être faits. Ça va permettre de nourrir X personnes. Si on prend par exemple sur une semaine, ça va permettre de nourrir je ne sais pas combien de personnes. Si vous prenez le nombre de vaches qu'il y a sur 1 hectare, donc vache sur 1 hectare, c'est une vache par hectare en moyenne sur les exploitations en France, eh bien en fait, vous n'aurez pas autant de quantité de blé que de quantité de viande sur 1 hectare. Vous voyez la comparaison? Du coup, ça veut dire que bien sûr que le blé, il est plus rentabilisé, et donc en plus de ça, la production de gaz à effet de serre sera moindre que votre bovin. Donc ça, c'est une vérité. Après, dans quelle mesure, et pour répondre à ta question par rapport aux chiffres, etc., ça, à titre personnel, je ne regarde pas les chiffres. Ouais. J'essaie plutôt de comprendre. Vous savez, on dit il y a la loi et l'esprit de la loi. Là, il y a le chiffre et l'esprit du chiffre. Quoi. Voilà. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que la France était un ovni dans la conception qu'on a de l'agriculture et du terroir local. Est-ce que c'est uniquement lié à une raison géographique et géologique, ou est-ce qu'il y a autre chose, une identité qui est plus forte qu'ailleurs dans le monde? Ouais, ça, c'est une vraie question que je me suis posée. Parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que chacun n'a pas défendu son petit bout de gras? Je pense que c'est quand même parce qu'on a cette particularité géologique et géographique qui fait qu'on a eu énormément de produits du terroir, de produits localisés. Donc ça, déjà, première raison. Je pense que comparé à, je ne sais pas si on prend une comparaison par rapport à l'Angleterre, si on regarde vous savez, en France, il y a dans le monde, il y a 120 races de vaches, si je ne dis pas de bêtises, 120, 125. Il me semble qu'il y en a 36 qui sont françaises. Vous voyez le ratio? Et on élève de la charolaise et de la partenaise en Australie, aux États-Unis. Et ça veut dire que la France a une véritable identité sur nos produits. Donc ça, première chose.
Deuxième chose, il y a peut-être un côté caractère national, quoi, caractère du français, un peu bougon, un peu râleur, un peu protecteur. Et donc, on s'est peut-être plus battu pour protéger nos acquis. La preuve avec ce que je disais sur le remembrement, les paysans sont tous levés. Donc, il y a peut-être ça aussi. Et il y a peut-être d'autres critères, effectivement. Mais je pense que à chaud comme ça, le premier critère, c'est parce qu'il y a cette diversité assez nombreuse, enfin très nombreuse de nos produits du terroir de nos spécialités, quoi. Bonsoir, merci pour cette conférence. Moi, j'ai une question sur les relations entre les nouvelles technologies et le terroir. Comment c'est possible dans un monde avec des nouvelles technologies de plus en plus avancées, les réseaux sociaux, bientôt l'IA, comment est-ce qu'on arrive à connecter, à relier les nouvelles technologies et le terroir, comme vous le faites très bien à travers votre rôle d'influenceur? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que il y a eu 3-4 médias qui ont fait des articles sur le compte quand ça a commencé à exploser. Et ils me posaient, j'ai eu 2 ou 3 fois la question, où on m'a dit, est-ce que c'est pas paradoxal de parler du terroir, du temps long? Parce que là, par exemple, aujourd'hui, je finis une recette que j'ai commencé samedi matin. Même je la finirai demain. Une recette qui dure 5 jours. Et en fait, ma vidéo va faire 2 minutes 30. Et donc, il me disait, est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe entre le temps long, parce que le terroir, c'est le temps long, les cuissons longues, l'élevage long, tout long, et le tout de suite d'aujourd'hui, qui est de notre génération, et à travers du coup, Internet, les réseaux, etc. Et je leur disais non, je pense qu'il faut pas tomber dans le piège du c'était mieux avant. De toute façon, on n'a pas le choix, on vit maintenant, donc on ne reviendra pas avant déjà. Et ensuite, j'avais appris ça au scout quand on essayait de détendre les bâches pour les sécher quand il avait plu. Et je me souviens d'une phrase d'un de mes chefs qui me disait, j'essayais de l'étendre, alors qu'il y avait le vent qui venait vers nous, il me disait, mais tourne-toi et utilise le vent pour gonfler ta bâche pour qu'elle se mette à plat. Et ça m'avait tellement marqué, je me suis dit, ok, j'ai envie que tout le reste de ma vie, dès que j'ai une difficulté, voir si je peux la transformer en force. Et en fait, ça marche vraiment, hein, c'est un truc de développement personnel, je vous le livre. Et du coup, je pense que la technologie pourrait venir comme une difficulté pour ceux qui veulent monter des exploitations agricoles éthiques, qui reviennent avec des races plus anciennes, où tout est un peu plus long, etc. On n'est pas trop concurrentiel. Analysons, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette difficulté comme une force? Et tout à l'heure, je vous parlais de mon éleveur de cochons chez qui j'allais chercher mes cochons pour le tourne-broche. Il s'appelle Jackie, il est en Mayenne. Eh bien, Jackie, il est passé à Amour dans le Pré il y a 30 ans, c'est un beau gosse. Quand j'allais dans sa ferme, il allait voir, en France, je sais pas, j'ai pas la moyenne, mais en France, un élevage de cochons industriel, c'est 1000, 2000, 3000 bêtes, quoi, 3000 cochons. Lui, il avait 30 cochons, 30 mères, et tous les petits, donc 30 c'est déjà beaucoup quand on fait un système plein air et tout, il avait 30 mères, et en fait, il me montrait, il était devant chez lui, et il était avec un drone, et il faisait le tour en drone de ces animaux en plein air dans les paddocks, dans les petites parcelles. Et là, je me suis dit, c'est chouette, c'est une belle adaptation à la technologie, à son métier d'agriculteur, de paysan. Donc ça, c'est un premier exemple, mais en fait, il y a plein d'autres exemples qui existent. Et les fermes aujourd'hui sont quand même assez modernes. Et il y a beaucoup d'agriculteurs, de viticulteurs qui font les choses à l'ancienne avec des technologies actuelles. Et je trouve que c'est un super compromis. Et si on veut concurrencer une agriculture très intensive d'un côté, si on veut concurrencer avec des systèmes agricoles plus calmes et plus respectueux de l'environnement, il faut le faire avec les technologies. Il faut utiliser les réseaux, tout ça c'est des grandes forces. Il faut utiliser la bâche, le vent dans le bon sens pour la bâche, quoi. Bonsoir, moi j'avais une question pour rebondir justement vis-à-vis des nouvelles technologies. Quels pourraient être les impacts sur le terroir vis-à-vis par exemple de l'émergence de la viande de synthèse aux États-Unis? On commence à voir l'impression de viande dans des laboratoires ou encore la modification des génomes des animaux, crustacés et autres pour un meilleur rendement. Ouais, là, donc, nous on a commencé les documentaires sur YouTube.
dans le dernier docu qu'on a fait, je dis on parce que j'ai une petite équipe là qui m'aide. Dans le dernier docu qu'on a fait les terroirs de nos forêts et on va avoir un tonnelier. On suit du bois du pied jusqu'au vin avec un vigneron qui fait de vitiforesterie. Bon bref, sur l'étape du tonnelier, c'est un trentenaire qui a un chapeau melon, qui est habillé quasiment en sabot. Le mec est vraiment atypique, mais il vit comme ça toute l'année, il est très stylé. Et en train de faire son tonneau, il nous disait, en fait, je passe tellement d'heures à sentir le bois, à le regarder, le mettre, que quelque part, je donne une partie de moi, une partie de mon âme à ce tonneau, à cette réalisation. Et il me disait, c'est ça qui fera que ça fera toujours la différence avec un produit industriel ou un produit fait, on pourrait dire, pour la réponse à la question, un produit fait de synthèse, etc. Je pense que il y a une véritable notion surnaturelle qu'ont particulièrement les Français, je pense, parce que tu es un peu chauvin, mais je pense que c'est vrai, une dimension un peu surnaturelle dans le savoir-faire que tu y mets. Et je pense qu'un petit père ou une petite mère qui fait son camembert dans le fin fond de sa Normandie, avec ses vaches normandes qui ont tout un prénom, et qui chantonne en train de faire son camembert à la louche, en train de les loucher tous les matins, pour peu qu'elle maîtrise un petit peu sa communication avec un site internet, les réseaux, etc., en fait, elle ne pourra jamais être concurrencée avec un camembert avec du lait de synthèse ou autre, à partir du moment où on sensibilise la population avec. Mais voilà. Après, les viandes de synthèse, tous ces produits-là, en fait, je ne connais pas trop le sujet. J'avais piégé mes serveurs, on faisait à la fin de chaque année un grand banquet avec tous ceux qui avaient fait le service dans l'année, dans nos mariages, dans les prestations. Et je les avais piégés avec des steaks, je ne sais pas si c'était de synthèse, mais c'était comme des faux steaks. Ils n'avaient pas trop aimé, mais... Mais non, je n'ai pas plus de réponse à ça, mais je pense que c'est vraiment la réponse à donner. C'est fort de ce savoir-faire puissant qu'on a. C'est ça qu'on pourra brandir comme réponse face à l'émergence de ces technologies alimentaires, on va dire. Merci beaucoup, Monsieur Martin, pour toutes les précisions que vous avez pu apporter. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne plus bien consommer, si je peux dire. Même avec un budget étudiant, il suffit de se priver un petit peu et de boire moins aussi. Grâce au Grand Gaulois, le marché de la viande n'a également plus de secret pour vous. On compte sur vous pour surveiller les certifications AOP. Je vous surveillerai à Super U. Et pour cela, nous pouvons le remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'à La Roche-sur-Yon avec un applaudissement bien mérité. Merci de votre accueil, je suis très content. Et juste petit mot, je suis bien conscient que ce que je vous dis là, c'est peut-être pas pour tout de suite, parce que quand on est étudiant, on a des budgets serrés, etc. Mais bon, j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre d'être marié pour parler du mariage. On parle du mariage quand on veut se préparer à se marier. C'est pareil, il ne faut pas attendre de bien consommer pour qu'on nous dise c'est bien ce que vous faites. Donc voilà, c'est pour vous allumer peut-être d'être un des passeurs sur votre route de la bonne consommation que vous aurez dans quelques années. Ouais, première prise de conscience, ou deuxième ou troisième si ça a déjà été fait. J'ajouterai juste un petit point pour remercier vraiment et pleinement. Un instant promo s'impose. En effet, vous pouvez retrouver donc le Grand Gaulois sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et surtout YouTube. Ces derniers temps, il y a beaucoup de reportages qui sont produits, dont le dernier au Jura. On se juge un petit peu aussi à ce qu'on consomme, mais ça passe aussi par les réseaux sociaux, notamment par le partage de contenu vraiment qualitatif. Ça permet également de donner de la visibilité à ceux qui n'en ont pas, que ce soit donc les fermiers, les fromagers ou bien les fabricants d'absinthe. En regardant et en donnant de l'attention à ce genre de vidéos, vous pouvez, à votre humble mesure, donner de la visibilité à ces artisans qui perpétuent le plus bel art, qui est notre patrimoine français. Et vous pouvez le partager aussi simplement qu'en appuyant sur votre téléphone. On a beau dire que le progrès est une farce pour Tesson, au moins ça peut rendre service à bon nombre de jeunes producteurs. Donc je vous remercie pour tout et merci à tous d'être venus. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.